Et nous sommes de retour sur ce plateau après la pause pour le journal. Nous retrouvons nos invités Credo Tété, Jérôme Sossou et Eric Johnson pour parler toujours du Niger. Pour ce troisième sujet, l'invasion de la CEDEAO ne sera bénéfique pour personne. C'est des propos de Sergei Lavrov. Avant de les développer, Credo demandait la parole tout à l'heure pour réagir par rapport aux propos de Jérôme. Non, mais ce sont ces propos, donc je crois que ce sont des propos qu'il porte, ce sont des propos que je respecte, mais je voudrais nuancer un tant soit peu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dénier à Faure Gnassingbé le rôle assez important qu'il joue dans l'espace CEDEAO. Et dans... c'est le jeune doyen, justement. C'est le jeune doyen, donc c'est le président ivoirien qui l'a même surnommé, comme ça. Donc je crois que même dans nos associations, nous venons individuellement et chacun dans sa famille a quelques soucis, a des heures de gloire, a des heures de prospérité. Maintenant, quand on prend l'entité sous-régionale, donc il faut qu'on pose des actes. Mais qu'on n'essaie pas de dupliquer sur les plateaux les propos qui sont émis sur les réseaux sociaux. Donc non, je dis les propos, donc je ne t'invective pas. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes à un niveau de débat où on doit... la part est déjà faite. Donc on sait dans la CEDEAO aujourd'hui quels sont ces pays qui se sont braqués et qui voulaient d'une intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger, même si on n'a pas apprécié la manière de prise de pouvoir. Mais on ne peut jamais souhaiter aussi que la CEDEAO attaque ou bien fasse une invasion, parce qu'avant d'atteindre même les militaires nigériens, donc ce sont les populations civiles qui vont faire les frais. Mais est-ce que cela va dénuer le sens même de l'approche par le dialogue? Donc c'est là où je félicitais le président togolais Faure Gnassingbé, parce qu'il a permis à un certain moment, parce que les positions étaient braquées. Nous tous, nous avons suivi les autorités militaires du Niger qui ne voulaient pas même voir les émissaires de la CEDEAO à un certain moment, par son sens du dialogue poussé et puis d'apaisement, il a essayé d'arracher à ces autorités, à ces nouvelles autorités nigériennes, disons, l'amabilité de recevoir cette délégation de la CEDEAO et d'écouter. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui sur la BBC au chef de la délégation de la CEDEAO, l'ancien général Aboubakar, l'ancien président du Nigeria, à dire que, à peindre le schéma ou bien à décrire le schéma pour dire qu'il y a des points ou bien il y a un point sensible dont les militaires ne voulaient même pas connaître, c'est le retour au pouvoir de Bazoum. Donc maintenant, si des actions préalables ont permis à ce qu'on arrive à ce niveau de réflexion, parce que le médiateur de la CEDEAO a dit une chose assez importante aussi. Il a marqué la disponibilité des nouvelles autorités à dialoguer. Donc c'est qu'il y a un pas qui a été fait. Et si ce pas a été franchi, il faut avoir, disons, cette humilité de reconnaître aussi que c'est quelqu'un qui a balisé le chemin. Tel Jean-Baptiste dans la Bible a balisé le chemin à Jésus. Donc Faure Gnassingbé a fait quelque chose de bien. Il faut lui reconnaître cela. Maintenant, si on veut critiquer la politique intérieure de Faure Gnassingbé, ça c'est l'expression de la démocratie aussi. On peut critiquer. Faure Gnassingbé n'est pas un dieu. Faure Gnassingbé a aujourd'hui les rênes du Togo. Il y a les forces, les faiblesses, il y a les défauts, les qualités. Donc merci on peut en reparler dans un autre cadre que d'extrapoler le sujet parce qu'on veut juste lancer des pics. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je disais que, enfin, personne n'a refusé, personne ne refuse de reconnaître les efforts de M. Faure Gnassingbé. Vous la reconnaissez? Et pourquoi pas? Il a fait quelque chose qui a permis à merci Guillaume. Il a fait quelque chose qui a permis quand même d'aller à l'apaisement. C'est pour ça que je dis, lorsqu'il veut de l'apaisement ailleurs, qu'il ait le même apaisement dans son pays. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup pour la précision. Ça se comprend parce que dans tous les cas, les présidents de la sous-région, de la CEDEAO, ne sont pas de bons exemples. Ne sont pas de bons exemples d'abord dans leur pays et puis bon, ils ne vont pas donner des exemples aux autres. Moi j'ai dit, si M. Faure Gnassingbé voudrait avoir la paix ailleurs, mais qu'il ait la paix dans sa maison d'abord. C'est pour ça que je dis qu'il balaye devant sa cour avant d'aller balayer devant la cour de quelqu'un. Si on a des prisonniers politiques, si on a trop de problèmes
de gouvernance dans le pays. Pourquoi est-ce qu'on va laisser ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser à cela? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas libérer les prisonniers politiques et on voudrait quand même aller se montrer ailleurs? C'est tout ce que je dis. Ok, c'est tout simple à comprendre. Nous vous avons bien compris. On va revenir sur le cas nigérien. Oui, Eric. Non, moi je veux juste dire deux choses. Hein. C'est vrai que j'entends tout le temps parler de coup d'État constitutionnel, oui, coup d'État institutionnel, coup d'État électoral, etc. Je me demande finalement c'est quoi un coup d'État. Si la définition qu'on nous donne est le renversement... De façon caricaturée, c'est la prise d'un pouvoir par la force. Un pouvoir d'État. Oui. Par la force. Oui. C'est quoi un coup d'État constitutionnel? Mais si on modifie unilatéralement, si on fait un braquage, si on fait un braquage de la Constitution, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel, ça? Non, je voudrais... On va pas faire ce débat ici. Nous allons parler de ça. Non, parce que je voudrais permis qu'il donne ces vocables-là, au moins qu'il puisse nous donner des exemples pour qu'on puisse discuter. Oui, justement. On va laisser Eric continuer. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il ne faudrait pas comparer la situation du Togo à celle d'autres pays voisins. Le Togo peut être qualifié de pays en paix, tout simplement parce que nous arrivons à vaquer librement à nos occupations. Nous arrivons à y aller et à revenir tranquillement, même si, vous savez, il y a quand même des brebis galeuses dans la société qui fait un braquage par là, qui vole par là, qui attaque par-ci, par-là. Mais de façon globale, je crois que le Togo est en paix. Et l'autre chose, quand on me parle de coup d'État, de coup d'État constitutionnel, de coup d'État institutionnel, de coup d'État, je n'arrive plus à me positionner parce que quand je prends la définition d'un coup d'État, c'est un renversement d'un pouvoir établi. Et donc, nous avons accepté la démocratie. Et donc, quand on dit que on a modifié une constitution, donc c'est un coup d'État constitutionnel. La modification de la Constitution en elle seule ne fait pas un coup d'État, je suppose. Mais justement, c'est de ça. On parle, on dit coup d'État constitutionnel. On a modifié la Constitution. On a fait quoi? On a volé les élections. C'est des coups d'État. Non. Est-ce qu'il y a une autorité qui est établie et qu'on a renversée à ce moment? Parce que moi, je prends la définition étymologique de coup d'État, c'est tout. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on donne les définitions de ces mots-là pour pouvoir comprendre les situations. Sans ça, le débat sera un peu vide pour nos téléspectateurs. Dans tous les cas, les coups d'État institutionnels, constitutionnels, électoraux, comme ça profite peut-être à Eric, il a raison de le dire. J'adore ça. Moi, je crois que ce sont ces coups d'État électoraux, institutionnels et constitutionnels qui amènent quand même à ces situations-là, parfois dans certains pays. Je dis, au Niger, un président a été élu il y a 2 ans, 3 mois. J'ai dit certains pays, je n'ai pas précisé le Niger. Et puis, nous parlons du cas du Niger. J'ai dit que lorsque quelqu'un qui est au pouvoir, à la veille de la prochaine élection, modifie unilatéralement la Constitution pour quand même se donner ce privilège-là, vous pensez que ça va plaire aux autres? Ce n'est pas possible. Et alors que, encore que le protocole additionnel de la CEDEAO disait qu'avant 6 mois, dans les 6 mois, on ne doit pas modifier la Constitution, sauf par consensus. Mais des gens se permettent de le librement, c'est pour leurs intérêts. Et vous pensez que ça va plaire aux gens? C'est ça qui, quand même, en tout cas pour moi, crée beaucoup de problèmes dans les pays de la sous-région, avec l'embassement des gens. Relisons un peu l'histoire. Depuis près de 20 ans, il n'y a aucun pays de la sous-région qui ne respecte ce protocole additionnel, c'est-à-dire
de ne pas toucher les constitutions 6 mois avant les élections. Le Togo en a déjà fait. Jamais. Non, jamais. Le Togo en a déjà fait. Jamais. Le Togo avait déjà modifié la constitution, je crois, en 2015. En 2003, alors qu'en réalité, avoir 6 mois, il ne devait pas, je crois en 2010, quelque chose comme ça, il ne devait pas le faire. Le Togo l'avait fait. En 2003, je vais te rappeler l'histoire juste. En 2003, la Constitution a été modifiée à l'Assemblée nationale en décembre. Les élections se déroulaient en 2002. La Constitution en décembre 2002. Mais on allait aux élections en juin 2002. Ça fait exactement 2003. Donc, on a fait les 6 mois. En Guinée, parce que quand tu donnes des exemples, tu peux parler de la Guinée, par exemple. Condé a modifié la Constitution en organisant un référendum, je crois 8 mois avant l'échéance. Donc, je crois que aujourd'hui, tous les pays de la CEDEAO respecte quand même ce protocole. C'est pas moi qui le dis. Sur le cas du Niger, c'est pas moi qui le dis. On va revenir sur le cas du Niger. Le ministre nigérien, le ministre russe des Affaires étrangères a estimé qu'une intervention militaire de la CEDEAO ne serait profitable pour personne. Certains voyaient peut-être la Russie tirer des profits de la situation de confusion au Niger. Finalement, la Russie n'est pas aussi pour une intervention militaire. Vos lectures en quelques mots, puisque le temps est contre nous, Credo. Non, je ne pense pas. Quand le ministre russe des Affaires étrangères dit que ça ne sera pas, disons, sans conséquences fâcheuses pour aucun pays ou bien pour l'espace. Donc, je crois qu'il est en train de dire que ce n'est pas la bonne option que d'aller à une invasion militaire pour essayer de rétablir un président ou bien de dégager les militaires. Donc, la Russie aujourd'hui invite également, disons, toutes les parties à privilégier la voie du dialogue. Donc cela, on ne peut pas l'appréhender ou bien le saisir comme un soutien tacite de la Russie aux militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir du côté du Niger. Même si le commun des mortels peut essayer, ou bien même si les chapelles politiques, ou bien les chapelles idéologiques peuvent essayer de jouer ce jeu intellectuel. Donc là, on ne peut pas prêter des intentions. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas que la CEDEAO aille jusqu'à envoyer des troupes du côté du Niger, parce que les conséquences seront beaucoup plus pour le pays Niger. Et quand on parle du pays Niger, donc on parle de ces populations. Et il y aurait également des dégâts collatéraux parce que nous avons des ressortissants qui sont dans ces pays. Et dans nos pays également, il y a des Nigériens. Donc là, et les tendances même, vous voyez même les ressortissants, la diaspora nigérienne par exemple, au Bénin, au Togo, au Burkina. Donc c'est à l'image de ce qui se fait sur le terrain du Niger. Donc il y a également ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc là, la CEDEAO a l'obligation également de jouer sur la cohésion de la communauté. La cohésion de la communauté, c'est là où je dis, et j'insiste là-dessus, c'est une très bonne chose que du côté d'Abuja, ce matin, on ait insisté sur la voie du dialogue. Eric, intervention militaire, ce ne sera profitable pour personne. Même les sanctions économiques, c'est pour nous, Togolais, vous savez, notre port aujourd'hui fait sa plus grande communication envers ces pays de l'Interland. Lorsqu'il y a des sanctions économiques, le port du Togo en souffre énormément. Et donc, je crois que si nous allons sur le terrain militaire, c'est que personne ne va être épargné par une situation de crise militaire. Credo a déjà développé cette partie. Je pense que fondamentalement, en Afrique, nous sommes comme une famille. Hein. Nous sommes le même peuple. Et finalement, quand un peuple est touché, c'est pratiquement tout le monde qui est touché. Tout le monde en souffre. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des gens qui sont
au Nigeria, qui sont proches même du pouvoir nigérian, qui ne sont pas d'accord pour qu'on aille attaquer le Niger. Parce que des gens ont déjà des familles. Je vais vous dire, moi, personnellement, j'ai rencontré la famille du général nigérien au Bénin. J'ai rencontré sa famille au Bénin. C'est là où on m'a parlé de ce monsieur, un monsieur très ouvert, un monsieur qui est très aimable, mais là, sa propre famille n'a pas compris pourquoi il est allé jusqu'à faire un coup d'État. Vous imaginez? Donc, c'est vous dire que nous sommes partout et ce qui se passe quelque part nous touche tous. Maintenant, quant à un Russe qui vient dire ça, c'est-à-dire c'est les intérêts occidentaux. Il veut parler des intérêts occidentaux. Et c'est surtout ça. Parce que, bon, enfin, les gens lui poseront la question de savoir de quoi je me mêle. Mais ils ont des intérêts là-bas qui seront également touchés. Et Jérôme? Oui, mais c'est un grand homme qui disait qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça... Il y a des mots. Il faut dire, avoir le courage de dire le père de la nation. Non, ayons le courage de dire la chose. C'est un grand homme qui l'avait dit, qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Et c'est le général Yadema qui l'avait dit. Voilà. Merci, c'est maintenant que tu es arrivé. Le général Yadema était un grand homme. Un visionnaire. Un visionnaire. Oui. Il est respectable, il est respecté par rapport à tout ce que moi je vois aujourd'hui dans ce pays du général Yadema. Et donc, j'ai tenté tout à l'heure de faire des liens d'alignement par rapport à la situation du Niger où la Russie, la Chine et autres quand même voudraient intervenir juste par rapport aux intérêts. Mais maintenant, par rapport même aux sanctions économiques, tous les dégâts que ça cause actuellement. La dernière fois, je suivais sur une chaîne internationale, le Niger nourrit la Côte d'Ivoire en oignons. Parce que la Côte d'Ivoire utilise beaucoup d'oignons. Les frontières sont fermées, les oignons sont restés à la frontière. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est partie commander l'oignon en Hollande, quelque part dans le monde. Est-ce que ça fait honneur même à la Côte d'Ivoire? Et puisque les frontières sont fermées. Mais puisque qui a demandé à ce que les frontières soient fermées? Mais c'est pas la Côte d'Ivoire seule. La Côte d'Ivoire fait partie. Donc je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que non, c'est la CEDEAO. Plus que le chef de l'État ivoirien est beaucoup plus engagé dans la situation que les autres chefs d'État africains. Et peut-être que le chef de l'État togolais, comme le disait mon frère Credo, est en train d'apaiser, d'améliorer la situation. Et donc, si les frontières sont fermées et nous ne pouvons pas quand même utiliser nos ressources ici et à cause de cette situation du Niger, on va commander ailleurs. Ça ne fait pas quand même à notre pays, à notre sous-région. Et comme le disait tout à l'heure Eric, si le Togo, les marchandises transitent du Niger, du Burkina, etc., transitent par le Togo, et que les frontières sont fermées, ben ça va se rejaillir sur nous, les conséquences. On n'aura plus d'oignons, on n'aura plus de tomates, on n'aura plus ça, on n'aura plus ça. Et ce n'est pas seulement le Niger qui, en tout cas, endosse les conséquences. Et mieux, les militaires nigériens ne vont pas en souffrir. Ce sont les populations de ces chefs d'État-là qui vont en souffrir. Et c'est pour ça que leur décision-là, leur manière de faire là, n'est pas bonne du tout. Qui renonce à ça. Et moi, je crois que c'est l'idée d'intérêt dont parle le ministre russe des Affaires étrangères. Merci de beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission.